100 ans, l'Institut Bergonié fête ses 100 ans cette année. L'occasion pour le groupe Sud-Ouest de vous en dire toujours plus sur le cancer, de mieux vous informer. Pour ce faire, Laetitia Langella, bonjour et bonjour à toutes et tous. Nous avons un invité de marque pour parler de ce projet. Oui, en effet, nous sommes ravis de lancer cette opération, d'accueillir le professeur François-Xavier Mahon. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez donc cet institut. Professeur, cet anniversaire, au-delà de montrer, s'il fallait encore dire que cet institut est une institution, au-delà de montrer ça, il s'agit de profiter de ce moment pour faire passer des messages. Pour faire passer des messages, surtout autour du cancer, puisque c'est ça qui est important. Je voudrais qu'on parle un peu du cancer, d'abord parce que ça intéresse les gens, et puis surtout parce que le 4 février, c'est la journée mondiale du cancer, donc c'est aussi l'occasion de lancer, de faire ce coup d'envoi autour du centenaire. Alors l'Institut Bergonié a 100 ans. La première pierre, peut-être 1923, la fin de la construction, peut-être 1924. On n'est pas très sûr quand même des dates, mais c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on allait fêter le centenaire de l'Institut Bergonié pendant une année. Voilà, puisqu'il y a eu ce démarrage au début du siècle dernier, des centres de lutte contre le cancer. Je le répète souvent, il y en a 18 en France, et on est à peu près organisé de la même façon. Au-delà justement de cet anniversaire, Laetitia le relevait, il y a une volonté en ce moment de donner de plus en plus d'informations. On l'a écrit encore récemment sous la plume d'Isabelle Castera dans le journal. Il y a une volonté vraiment de parler autrement aux patients. On veut y participer très modestement ici au groupe Sud-Ouest. En quoi c'est important justement que vos patients d'aujourd'hui, de demain, que les familles aient de plus en plus d'informations, je vais dire grand public? C'est important d'abord parce qu'aujourd'hui, on se doit d'être transparent. Donc, on essaie d'informer le plus possible les patients. C'est important parce que lorsqu'on est confronté à cette maladie, la première réaction des patients, c'est la culpabilité. Et je crois qu'il faut sortir de la culpabilité. Malheureusement, on est éduqué autour de cette culpabilité. Quand on annonce un cancer à un patient, la première chose, et sa première réaction, c'est « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, docteur ? Est-ce que je me suis mal comporté ? Ça reste probablement dans notre culture, mais je pense que c'est important de désamorcer ce type de culture. Et la deuxième chose, je crois qu'on en a parlé déjà, mais on va en reparler, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre en charge cette maladie sans intégrer le patient à part entière dans le soin. C'est-à-dire que nous, à l'Institut Bergonié, on a des patients, certes, que l'on soigne, mais aussi on a des patients qui nous aident à apporter ce soin, puisqu'on a des patients partenaires, on a des patients qui reformulent d'une façon différente l'information qu'on veut bien leur donner. Est-ce que ça veut dire qu'être mieux informé, c'est mieux soigner ? Ah oui, indubitablement. On peut prendre l'exemple, par exemple, excusez-moi, des adolescents. Moi, pour connaître un tout petit peu la problématique des traitements oraux, puisqu'aujourd'hui, on a des traitements modernes qui peuvent se donner sous forme de comprimés chez les adolescents. Un des grands problèmes auxquels on a été confronté lorsqu'on a développé les thérapeutiques orales dans les leucémies chroniques chez les adolescents, c'est le problème de l'observance. L'adolescent, il n'a pas envie de prendre son médicament. Donc, si vous ne l'éduquez pas, si vous ne l'associez pas à sa maladie, vous allez avoir du mal à le faire adhérer à sa maladie. Laetitia Langella, vous serez sur plusieurs rendez-vous, et je crois qu'il y a plusieurs rendez-vous justement qui sont programmés même par l'Institut Oui, c'est ça, lui-même. voilà. Au-delà des conférences qui vont être proposées ici, vous allez vous proposer des événements, notamment à destination du grand public, pour continuer de l'informer. Oui, parce qu'on a un rôle éducationnel, alors éducationnel d'information. Quand je dis éducationnel, c'est l'information sur le cancer, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que les gens comprennent mieux, mais aussi on a ouvert depuis maintenant plusieurs années un champ qui n'était pas très développé encore à l'Institut Bergonié, qui est celui de la prévention et du dépistage. Je crois que c'est très important qu'on puisse donner de l'information autour de la prévention et du dépistage. C'est pour ça qu'on a lancé le programme autour du Bergobus, ce bus qui se promène dans notre région et qui vient prêcher la bonne parole. Et puis, le calendrier de l'année va s'égrener au fil de la coloration que l'on peut donner aux différents mois sur tel ou tel cancer. On sait tous que le mois d'octobre, c'est Octobre Rose autour du cancer du sein, mais il y a d'autres cancers au cours de l'année qui seront évoqués dans différents mois avec des manifestations et des moments où on se permet de donner des informations au grand public et aux patients.
On sera le relais de ces informations, on peut vous l'assurer. C'est un objectif qui est fixé cette année par le groupe Sud-Ouest sur nos différents supports, des pages du journal aux émissions de TV7, comme celles que nous allons vous proposer régulièrement, en passant évidemment par nos sites internet sudouest.fr, tv7.fr. Merci à toutes et à tous de bien suivre ces rendez-vous. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode d'une longue série dédiée à l'Institut Bergonié qui fête ses 100 ans, un anniversaire qui démarre demain 4 février, journée internationale de lutte contre le cancer. Bergonié, cet établissement de santé privé d'intérêt collectif, est reconnu dans le monde entier, notamment pour son sens de l'innovation. Donc plutôt que de regarder derrière nous, plutôt que de regarder les 100 dernières années, nous allons regarder devant. J'ai le plaisir de nous projeter dans le futur grâce au professeur François-Xavier Mahon. Bonjour, vous êtes le directeur général de l'Institut. Bonjour. Docteur Hélène Charitansky, vous êtes cancérologue, vous intervenez dans la chirurgie du sein. Docteur Simon Pernaut, bonjour, vous êtes cancérologue spécialisé en oncologie digestive. Et Julien Aymeric Simonet, vous êtes directeur de l'innovation, données et santé numérique. Professeur Mahon, si les connaissances évoluent telles qu'elles évoluent aujourd'hui, comment pourra-t-on être traité d'un cancer dans 10 ou 15 ans ? Bien, j'espère que surtout qu'on sera mieux traité. On a beaucoup progressé en matière thérapeutique, mais toutes les thérapies autour du cancer ont progressé. Si je prends l'exemple de la chirurgie, elle a beaucoup progressé parce qu'aujourd'hui, on fait une chirurgie qui réfléchit avant de faire l'acte chirurgical qui consiste à enlever de la tumeur, qui réfléchit aussi au futur et à la reconstruction. Donc ça, c'est aussi très important et je pense qu'on va en reparler. Ouais. Pour ce qui est des autres armes thérapeutiques, parce qu'on a un vocabulaire très guerrier, parce qu'on se bat contre ce cancer, puisque on est dans un centre de lutte contre le cancer. Si on prend l'exemple de la radiothérapie, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, elle est moins toxique, très focalisée, et elle adapte les doses au fil du temps et au fil du traitement, en fonction de la réponse au traitement. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. C'est le présent et l'avenir. Donc être le moins toxique possible. Du reste, c'est une des missions de la stratégie décennale du plan cancer qui a été proposée par l'Institut national du cancer. Et en matière d'autres thérapeutiques, telles que les thérapeutiques médicamenteuses, Simon Pernaut pourrait en parler mieux que moi, aujourd'hui, on a des thérapeutiques qui sont de plus en plus ciblées, donc qui ont moins d'effets secondaires, qui tiennent compte aussi de la mécanique moléculaire des tumeurs. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi une tumeur est une tumeur et après essayer de trouver son talon d'Achille pour aller la cibler. Et puis, il y a eu quand même une petite révolution ces dernières années, alors qu'on ne s'y attendait plus parce que c'était 50 ans de recherche. On sait aujourd'hui que le système immunitaire est capable de nous aider à éliminer les tumeurs. Donc ça, c'est aussi un progrès énorme. Et la conséquence de tout ça, c'est que les patients restent de moins longtemps à l'Institut Bergonié. Donc on a énormément développé l'ambulatoire, que ce soit l'ambulatoire chirurgical ou l'ambulatoire médical. Et en même temps, les thérapeutiques que l'on fait aujourd'hui à l'Institut, demain, on les fera de plus en plus à domicile. Donc il faut qu'on se prépare à ça. Merci pour ce sommaire, puisqu'en effet, ce sont les différents points qu'on va évoquer ensemble pendant cette émission. Juste un mot, je sais que vous êtes sensible à l'accès aux soins, à la proximité de l'accès aux soins, la coordination entre établissements, c'est quelque chose qui est important, l'établissement de santé public, environnant, sur le territoire. C'est important, c'est une politique qu'il faut porter. Ben oui, parce que ça fait le lien avec ce que je disais dans la dernière partie. Si on pense que les perfusions que l'on fait aujourd'hui à l'hôpital de jour seront demain en sous-cutané à domicile, il faut qu'on s'organise. Et je pense qu'on a un très beau projet à Unicancer. Unicancer, c'est l'ensemble des centres de lutte contre le cancer. On a un très beau projet qui consisterait à labelliser des infirmières de ville à orientation cancer, de manière à pouvoir administrer les thérapeutiques qui aujourd'hui sont en perfusion à l'hôpital de jour, demain en sous-cutané à domicile. Et bien évidemment, il faut former ce personnel. Donc notre système de santé n'est pas encore prêt à ça. Donc je pense que
il faut qu'on se projette dans l'avenir de manière que ce système de santé puisse s'adapter à ça. Au même titre que pour la chirurgie, on en parlera peut-être tout à l'heure, on a un programme qui consiste à raccourcir le temps d'hospitalisation, mais en même temps, il y a des soins encore qui peuvent se faire à domicile sur les soins de suite de l'acte chirurgical. Donc il faut, à l'heure où l'énergie coûte beaucoup d'argent, où déplacer des gens coûte de l'argent, il faut qu'on réfléchisse pour qu'on apporte des soins aussi auprès des gens et auprès des patients. Un meilleur maillage sur le territoire. Un peu plus de 40% des cancers sont aujourd'hui évitables, notamment grâce au dépistage. Docteur Simon Pernot, vous traitez entre autres le cancer du côlon, deuxième cancer le plus mortel chez les hommes comme chez les femmes. Seul un tiers des 50-74 ans, vous me dites quand je me trompe de chiffre, seul un tiers de ces personnes-là se fait dépister. Oui, tout à fait. Oui, non, il y a une insuffisance dans le dépistage. Donc et c'est de pire en pire. Hein. Et on a tendance à observer une baisse au fil des années, tout à fait, du taux de participation au dépistage, ce qui est vraiment, à mon sens, une catastrophe et ce qui doit être amélioré. Et il faut vraiment s'interroger comment améliorer les choses. Donc oui, c'est ça, on a à peu près une personne sur 3 qui se fait dépister du cancer colorectal. Or, le cancer colorectal, dépisté à un stade précoce, est facile à guérir, voire facile à éviter, puisqu'on peut même intervenir avant que le cancer se développe, grâce à ce dépistage. Donc il y a quelques pistes qui sont en cours pour améliorer ce taux de dépistage, et c'est des évolutions importantes. Il va falloir être vigilant à en vérifier l'efficacité. C'est notamment l'accès aux tests de dépistage via les pharmacies, qui est quelque chose. Alors c'est quelque chose de nouveau, mais qui est tout à fait récent. Ça commence cette année, tout à fait. Absolument. Avant, c'était uniquement via le médecin généraliste ou le gastro-entérologue. Or, il y a un certain nombre de patients qui ont des difficultés d'accès aux soins. Aux médecins traitants. Certains n'ont pas du tout de médecin traitant. Tout à fait. Donc ça, c'est une évolution. La deuxième évolution, c'est pour certains patients et sous certaines réserves, la possibilité de commander son kit de dépistage, puisque c'est quelque chose qui se fait à la maison, via les sites internet des centres de dépistage. Donc on espère que ces évolutions vont permettre d'augmenter le taux de participation de dépistage et de diminuer le taux de cancer découvert à un stade non guérissable. Docteur Charitansky, la prise en charge du cancer du sein évolue sans cesse. Il y a un mot qui, moi, m'est apparu là récemment, c'est le mot désescalade. Et il apparaît à différents niveaux de la prise en charge, et notamment la désescalade chirurgicale. De quoi s'agit-il ? La désescalade chirurgicale, c'est à tous les temps de la prise en charge du cancer du sein qu'on y réfléchit, et en particulier en chirurgie. Une grosse désescalade sur la prise en charge de tout ce qui concerne les ganglions, qui était la partie qui inquiétait beaucoup les patientes parce que l'ingeste ganglionnaire pouvait laisser des séquelles. Donc une volonté de ne prélever que ce qui est nécessaire en ayant une information suffisante par ce moyen-là. Une désescalade en essayant de toujours trouver une solution pour éviter, si on peut, d'enlever un sein quand on peut le garder, soit en commençant par d'autres traitements avant, soit par des techniques chirurgicales qui se sont développées et qui permettent d'enlever largement les tissus sans déformer. Une désescalade dans les techniques pour préserver l'image de la femme, parce qu'on a encore un tiers des femmes qui ont besoin d'avoir une mastectomie, une ablation du sein, et pouvoir leur proposer le plus souvent possible, en tout cas aborder le sujet de la reconstruction dès la prise en charge initiale pour préserver l'image. Et dans ces techniques de reconstruction, choisir celle qui laissera le moins de séquelles, en utilisant le moins de muscles possible quand on peut l'éviter, et en essayant de vraiment préserver la fonction. Avant d'opérer, vous savez comment tout va se passer, si vous allez pouvoir reconstruire. Il y a cette reconstruction immédiate aussi qui est parfois possible. Donc, quand je vous parlais de reconstruction là, le proposer le plus souvent possible, c'est quand on peut la reconstruction mammaire immédiate. Et avant de venir vous voir, j'ai un peu révisé mes chiffres et j'ai vu une évolution. On disait qu'entre 2008 et 2014, on faisait à peu près moins de 20% de reconstruction mammaire immédiate. Nos chiffres 2022 à l'Institut Bergonié, on est à 49% de reconstruction mammaire immédiate. Ce qui ne reflète pas forcément l'activité sur tout le territoire. On est un centre très spécialisé avec un accès à la reconstruction mammaire immédiate. Est-ce que c'est justement parce que le fait de pouvoir se dire... J'ai une ablation, mais on me reconstruit tout de suite. Ça se passe au même moment. Exactement. Tandis que quand les interventions sont séparées, on peut être un peu fatigué de l'ablation, retourner à l'hôpital. C'est exactement ça.
il y a à peu près un tiers des femmes qui ont une reconstruction en France. Et quand on peut la proposer en même temps que l'ablation, on gagne un temps chirurgical. La patiente est déjà dans une dynamique de reconstruction. Ça sera moins difficile que d'y revenir plus tard. Julien Emmerich-Simonet, vous dirigez une véritable cellule d'innovation au sein de l'Institut, puisque vous amenez les performances du numérique au service de la santé, et notamment grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on est nombreux à avoir essayé l'IA ces derniers temps. Non. C'était quand même assez bluffant. Hein. C'était assez tentant de le tester, et c'est bluffant. Quel est l'intérêt de Bergonié de se lancer, justement, d'utiliser les ressources de l'intelligence artificielle? L'intérêt, c'est de pouvoir proposer à l'ensemble des patients des nouvelles connaissances. L'intelligence artificielle aide les oncologues, les anatomopathologistes, les radiologues aussi, à parfois aller regarder un peu plus dans le détail les pathologies. Anatomopathologistes. Ce sont les médecins qui analysent les biopsies sous microscope. Et il y a aussi des biologistes moléculaires qui sont de cette spécialité-là, qui vont regarder encore plus précisément au niveau de la génétique des tumeurs, s'il y a des modifications, des choses pathologiques, sur lesquelles parfois ça peut avoir un impact sur le pronostic, mais aussi sur quel traitement peut être proposé de façon spécifique et personnalisée à ces patients. Donc, on a une partie qui nous aide à développer la recherche, la connaissance des maladies. On va arriver à découvrir des sous-types de cancers de façon un peu plus précise. Et il y a une intrication intéressante avec les professionnels parce qu'ils sont intéressés de voir ce que l'ordinateur, avec les réseaux de neurones, justement, vont pouvoir mettre en lumière. Qu'ils n'auraient pas regardé initialement. Mais du coup, ça leur permet de conforter des hypothèses ou d'ouvrir de nouvelles hypothèses qu'ils n'auraient pas immédiatement cherchées. L'environnement immunitaire, par exemple, dont parlait François-Xavier Mahon, ça fait partie des éléments que l'intelligence artificielle nous aide à aller analyser par justement l'expertise avec ces professionnels. Et ça, c'est pour les patients en général. Mais dans le soin, on crée de l'innovation pour faire des outils qui vont permettre donc un meilleur diagnostic lorsque le médecin anatomopathologiste a des difficultés à identifier par exemple une tumeur maligne d'une tumeur bénigne, ce qui est le cas dans les tumeurs qu'on appelle les lipomes ou les liposarcomes, où le diagnostic n'est pas toujours évident. Eh bien, dans les zones grises, ça peut nous aider justement à mieux différencier ça. Ça nécessite naturellement toutes les validations, le même niveau de validation que les études cliniques, mais ça fait progresser la connaissance et puis ça, naturellement, ça donne des orientations sur quel traitement fonctionnera pour ce patient au regard de caractéristiques particulières. C'est ce que vous me disiez aussi par rapport à l'intelligence artificielle, les expériences qui ont été menées, l'intelligence artificielle seule ou un soignant seul. Bon, finalement, le mieux, c'est quand ils sont ensemble, quoi. C'est là que ça fonctionne. Vous avez tout compris parce qu'on a regardé de façon isolée et dans des contextes, un peu en sortant du contexte, en mettant juste une image et pas le contexte du patient qui peut être regardé par le professionnel de santé, le médecin, toute l'équipe. Et en fait, on peut se dire, ah tiens, là, l'ordinateur fait mieux avec l'intelligence artificielle, ou là, le médecin fait mieux, ou le médecin qui voit plein de cancers de même type fait encore mieux. Et finalement, les études sont, comme vous l'avez dit, médecin plus intelligence artificielle, on est vraiment gagnant quand on a les deux et qu'on a justement ce background pour utiliser l'intelligence artificielle. Une question par rapport à l'éthique sur les données de santé, puisque évidemment, c'est quand même la question. Alors, le Conseil national d'éthique a formulé deux choses, deux recommandations. Attention à ce que l'intelligence artificielle ne remplace pas le médecin dans le rôle essentiel qu'il a auprès du malade, mais il a dit attention également à le fait de ne pas recourir à l'intelligence artificielle peut recouvrir dans l'avenir un danger parce qu'on ne bénéficierait pas d'informations qui seront peut-être cruciales pour l'avenir. Donc finalement, on a ces deux éléments et c'est donc de l'aide systématiquement et jamais remplacer le geste et la décision, la proposition du médecin. Le professeur Mahon, tout à l'heure, parlait d'immunothérapie. Est-ce que ça fonctionne chez vous en oncologie digestive, l'immunothérapie ? Oui, je suis ravi que vous me posiez cette question parce qu'il y a eu une sorte de buzz médiatique il y a à peu près 6 mois, en juin dernier, après le congrès américain de cancérologie, où on était. Et quand on est revenu, on a vu tous les gros titres des journaux. Beaucoup de journalistes, d'ailleurs, qui nous ont contactés pour avoir notre avis sur les gros titres. C'était « On a trouvé un traitement qui guérit le cancer ». Il s'agissait d'une étude sur l'immunothérapie. C'est pas mal. Alors, c'est une excellente nouvelle. La mauvaise nouvelle, malgré tout, c'est que c'est vrai pour certains types de cancers, mais ça ne concerne qu'un sous-type de cancer. Donc là, il s'agissait de cancer du rectum, mais ça ne concerne qu'un sous-type de cancer du rectum, c'est-à-dire à peu près 5 à 15% des patients. Donc un sous-type moléculaire dont on parlait tout de suite et qui s'appelle l'instabilité microsatellite. Donc c'est une anomalie de gène de la tumeur qui confère une sensibilité particulière à l'immunothérapie. Et c'est vrai que chez ces patients, c'est un traitement qui est une vraie révolution. C'est parce ça, vous m'avez dit vous-même, vous avez suivi un jeune patient
Vous avez... Oui, tout à fait. Oui, comme oui. miraculeux, quoi. Voilà, c'est un patient que j'avais suivi dans un autre centre où je travaillais il y a quelques années, il y a plusieurs années, que j'avais adressé dans un autre centre pour un essai thérapeutique parce qu'on n'avait plus de traitement à lui proposer. Et ce patient, je l'ai retrouvé il y a quelques mois alors qu'il déménageait à Bordeaux pour une consultation de surveillance et il allait très bien sans traitement depuis plusieurs années. Donc ça, c'est des vraies révolutions, mais ça concerne une petite part des patients. Et donc, il faut savoir déterminer ces sous-groupes de patients pour pouvoir faire bénéficier de ces traitements. Et c'est aussi de la désescalade parce que même chez les patients qu'on savait déjà guérir avec des traitements de type chirurgical, radiothérapie, etc., pour les cancers du rectum notamment, des traitements qui sont assez lourds et pas dénués de séquelles, ces traitements semblent pouvoir guérir ces patients sans avoir recours à de la chirurgie. Donc c'est des vraies révolutions puisqu'on arrive en quelques perfusions à guérir ces traitements. Donc il va falloir un peu plus de recul, c'est des données assez récentes, mais voilà, il faut aller vers ces innovations et vers ces traitements moins compliqués. Vous m'avez dit peut-être, non, vous m'avez pas dit peut-être, vous m'avez dit plus de chimiothérapie dans 10 ans. Oui, c'est un peu provocateur. Vous aussi, vous faites de bons titres. Oui. Non, c'est sûr qu'on voit l'évolution. C'est-à-dire qu'avec l'immunothérapie dont vient de parler Simon, et puis les thérapeutiques ciblées, et on voit au quotidien les thérapeutiques qu'on peut administrer aux patients, on voit bien que ce qu'on appelait la chimiothérapie, c'est-à-dire des molécules capables de détruire les cellules qui se divisent, sont de moins en moins utilisées chez nos patients. En plus, c'est souvent des molécules qui sont un petit peu difficiles à reconstituer parce qu'elles nécessitent un certain nombre de précautions, parce que c'est des molécules quand même qui ont des effets secondaires, en particulier aussi pour ceux qui les manipulent et ceux qui préparent ces traitements. Et au-delà de ça, maintenant qu'on comprend de mieux en mieux un certain nombre de mécanismes dans les sous-groupes de cancer, comme le disait Simon, on voit très bien que de moins en moins la chimiothérapie va s'appliquer. Elle restera peut-être pour un certain nombre de maladies telles que les leucémies aiguës, encore, pour parler d'un domaine que je connais bien. Mais clairement, et ça illustre ce que disait Simon aussi, ça illustre un peu, et c'est une façon aussi de résumer, je le dis de façon provocatrice, nous, notre projet médico-scientifique à l'Institut, c'est de faire du cancer une maladie rare. Parce qu'en fait, le cancer... Certains disent chronique. Non, le cancer est une somme de maladies rares. Et on voit très bien avec la nosologie qu'on expliquait tout à l'heure, avec les sous-groupes que l'on fait, on a de plus en plus des sous-catégories de cancers qui se traitent de façon très spécifique, avec des thérapeutiques ciblées, avec de l'immunothérapie ou avec des thérapeutiques synergiques. Mais ça concerne un petit nombre de patients. C'est la raison pour laquelle notre force, c'est d'être un centre régional de lutte contre le cancer et finalement de s'adresser à une région. Parce que pour traiter une cohorte de patients qui devient finalement petite, il faut drainer un territoire non négligeable, en particulier en situation de recours, puisqu'on est quand même très positionné sur la situation de recours. Vous parlez de thérapie ciblée. Docteur Pernon, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne? Le principe de la thérapie ciblée, c'est un traitement qui va cibler une anomalie génétique de la tumeur. Donc le principe de la thérapie ciblée, ça rejoint le concept de médecine personnalisée, c'est-à-dire donner le bon traitement au bon patient. Et donc on se calque moins sur l'organe concerné, un petit peu moins en tout cas, est-ce que c'est un cancer du côlon, est-ce que c'est un cancer du foie, etc., mais plutôt sur les anomalies génétiques qui vont être retrouvées sur la tumeur. Et donc, c'est des traitements qui, pour l'instant, sont donnés pour des sous-groupes de patients. Et donc, on découpe les groupes de cancer qu'on connaissait avant en petits sous-groupes, avec parfois des anomalies qui concernent moins de 1% des patients, et donc qui sont extrêmement rares à trouver, sauf que quand on les trouve, ça peut parfois transformer le pronostic des patients. Dans d'autres cas, l'effet est un peu moins miraculeux, mais ça vient souvent en addition de la chimiothérapie, pour augmenter l'effet de la chimiothérapie, pour améliorer l'effet de la chimiothérapie. Donc on n'est pas encore au point de se débarrasser de la chimiothérapie, mais en tout cas, pour l'instant, on l'optimise grâce à ces thérapies ciblées. Un petit détail comptable par rapport à l'histoire tout à l'heure sur l'immunothérapie. Oui. Dans vos cancers, l'assurance maladie ne prend pas en charge. Alors c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on milite, et c'est notre rôle de médecin et d'institution de militer, parce que effectivement c'est compliqué. Alors
Pour l'instant, donc il faut savoir que les processus de remboursement par l'assurance maladie sont longs. Et peut-être un peu plus long en France que dans d'autres endroits. Et c'est vrai que l'immunothérapie, dans ce cas de l'instabilité microsatellite, dans ce petit sous-groupe dont on parlait, ça fait des années que c'est utilisé dans beaucoup de situations. En France, ce n'est toujours pas remboursé. Alors, on a l'autorisation de l'utiliser, mais ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Ça devrait finir par l'être. Pour le moment, c'est le laboratoire qui paye, c'est ça? Alors, depuis quelques mois, il y a différents moyens, dont le laboratoire. Et puis, on a surtout recours aux essais cliniques. Et c'est pour ça qu'on nous adresse aussi beaucoup de patients, parce que via les essais cliniques, on a accès à des molécules innovantes qui se rapprochent de celles-ci et qui nous permettent de faire bénéficier aux patients de ces traitements en l'absence de remboursement. Alors, quand on regarde dans l'avenir, on parle de plus en plus de l'après-cancer. Docteur Charitansky, je parlais aussi de ce terme désescalade tout à l'heure. Il y a la désescalade qui concerne le parcours de soins. Et donc là, vous avez lancé, en collaboration avec Julien Aymeric-Simonet, un projet. Racontez-nous, SOPAM. Le SOPAM, oui. On a répondu à un appel à projet auprès de l'INCa qu'on a obtenu à fin 2022 et qu'on est en train de mettre en place sur une désescalade effectivement dans le parcours de soins pour les patientes qui vont avoir des mastectomies avec ou sans reconstruction et leur permettre un retour plus rapide à leur domicile dans les bonnes conditions, avec donc toute une réorganisation en amont de la chirurgie et en aval de la chirurgie, en développant une collaboration avec la ville beaucoup plus forte que ce qu'on le fait, en développant des nouveaux outils d'échange avec la ville, en repensant notre information auprès des patientes et tout ce qu'on doit échanger avec elles pour les préparer, les rendre autonomes, en tout cas le plus possible dans leur prise en charge. Et puis dans une évaluation dont Julien Aymeric parlera certainement mieux que moi, d'une façon d'évaluer tous ces parcours. C'est ça, donc vous dirigez l'innovation à l'Institut, c'est-à-dire que là, on parle d'innovation organisationnelle, oui, c'est ça? On est dans le cadre de l'innovation organisationnelle et dans le parcours de soins, il y a les dispositifs, la technologie, et il y a également donc, l'organisation qui doit s'appuyer aussi sur des outils. Alors il y a des idées, des organisations, des femmes et des hommes, justement dont Hélène justement a essayé de mobiliser toutes les personnes pour harmoniser les pratiques et pour aller se mettre à la place de tous les professionnels du parcours de soins que va rencontrer le patient. Et donc, dans un centre de lutte contre le cancer comme le nôtre, la région est très grande et il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, il faut arriver à les comprendre dans leur diversité et se mettre à leur place pour que derrière, justement, la sortie se fasse dans les meilleures conditions, là où on restait un peu plus à l'hôpital. Ça nécessite de pouvoir faire une évaluation scientifique rigoureuse, et c'est ce que l'on a fait. Traditionnellement, on prend des informations qui sont on note effectivement ce qui se passe au niveau du patient avec les informations qu'on a nous, mais on ne bénéficiait pas encore des informations de l'assurance maladie qui sont des informations très riches et complémentaires, comme toutes les pathologies, là où le patient, on sait où il habite, mais on a des informations qui sont intéressantes sur le côté géographique et des aspects sociaux. Et on a également toutes les informations pour aller de façon efficace, aider et faire monter en compétence les infirmières qui sont des infirmières de ville qui ont énormément de patients dans leur diversité. C'est le label dont vous parliez tout à l'heure. C'est exactement ça de ce que disait François-Xavier Marron, et de leur donner des informations les plus faciles possibles avec des outils dans la poche pour toutes les infirmières, mais celles aussi qui vont prendre les patients qui sont en sortie d'une prise en charge à l'Institut Bergonié. L'idée, c'est aussi de suivre ces patients pour ceux qui sont en cours de traitement, pour pas qu'ils arrêtent ce traitement. Alors, M. Mahon parlait tout à l'heure des chimiothérapies orales, et donc il y a un enjeu. Il a parlé effectivement du problème d'observance qui est connu chez les adolescents, et il y a aussi ces problèmes d'observance qu'on peut retrouver de façon différente selon les patients, avec quelque chose qui les caractérise eux. C'est ça, je trouve ça quand même super intéressant, c'est que à partir de certaines informations, vous allez pouvoir cibler, vous dire, tiens, là potentiellement, ce patient a un risque, à un moment donné, d'arrêter son traitement. Oui, un des projets, effectivement, c'est d'essayer d'estimer le risque particulier et personnalisé, comme le disait Simon Pernot tout à l'heure, de chaque patient, avec des différents critères qu'on doit être en capacité, que le médecin doit être capable de dire qu'est-ce qu'a dit la boîte noire de l'intelligence artificielle. Donc on est dans l'intelligence artificielle explicable pour justement venir en aide aux médecins et qu'ils puissent prendre des décisions fondées et parfaitement éclairées. Naturellement avec l'accord du patient qui doit dire et être informé et dire voilà, je suis d'accord qu'on utilise ces données pour mon soin.
et donc d'arriver aussi à prédire les complications avant qu'on ait des premiers signes de complications. C'est aussi le deuxième enjeu. Et ça, on a besoin d'informations extrêmement larges et les données de l'assurance maladie sont très riches pour nous, tant pour le soin que pour l'évaluation. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau, partager votre expérience avec nous. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur les sites et réseaux de TV7 et Sud-Ouest pour suivre les avancées dans les traitements contre le cancer.